Là, c'est les types d'obésité. Donc, il y a l'obésité d'origine monogénique. Monogénique, c'est-à-dire c'est un enfant qui va faire une obésité, quel que soit, c'est-à-dire, il est prédisposé à faire une obésité parce qu'il a un gène qui va commander cette obésité chez lui. Donc, ce gène, il est obèse. Il est rare, c'est une pathologie qui est rare, mais c'est malgré lui. Par contre, les obésités polygéniques, c'est des familles qui ont une prédisposition génétique à l'obésité. Et donc, c'est des familles qui sont tout à fait normales, mais qui ont cette tendance à l'obésité s'ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Et donc, on va se retrouver avec ce qu'on appelle l'obésité commune. Pour poser le diagnostic, je ne pense pas que c'est vraiment difficile. Un enfant obèse, déjà, quand on le voit, on voit qu'il est obèse. Et bien sûr, on a des mensurations à prendre, le poids, la taille et l'indice de masse corporelle qui va refléter sa corpulence. Il va refléter l'adiposité, c'est-à-dire ce qu'il a, c'est-à-dire la masse grasse qu'il a, mais pas l'obésité en elle-même, cette corpulence. Il faut prendre sa tension artérielle, parce que s'il est en surpoids, il risque de nous faire une hypertension artérielle. Il faudrait stadifier son stade de puberté et voir est-ce qu'il est dans les normes en matière de taille ou pas, et puis faire un examen somatique complet en cherchant le pli cutané. On cherche où le pli cutané, à votre avis? Vous avez fait le cours de malnutrition? Oui? Vous avez fait le cours de malnutrition? Le pli cutané, c'est en sous-scapulaire. Il y a le périmètre brachial. Donc, il y a le périmètre brachial, il y a le pli qui existe en sous-scapulaire. D'accord? C'est là comment on va chercher soit une malnutrition, soit une obésité. C'est très important. Et puis, les signes fonctionnels qui vont poser le diagnostic. Donc, il faudrait éliminer les rares causes endocriniennes ou syndromiques. Donc, maintenant, quand c'est un syndrome bien particulier, quand c'est un gène bien défini, donc là, ça saute aux yeux. Donc, il faudrait bien poser le diagnostic, mais on n'a pas vraiment grand-chose à proposer. Évaluer le retentissement de cette obésité, voir est-ce que c'est un enfant qui est en train d'installer un diabète, par exemple. Est-ce qu'il est en train d'installer une hypertension artérielle? Quoique ce genre de complications, elles vont survenir quand même assez tard dans la vie. Voir le carnet de santé de cet enfant. Est-ce qu'il était tout le temps en surpoids ou obèse, ou alors que c'est un déclic qui est arrivé à un moment précis de la vie, surtout quand il y a des fois des problèmes familiaux qu'il faudrait quand même savoir soulever. Le poids et la taille sont reportés sur une courbe de croissance et donc on va évaluer la croissance staturale et pondérale de l'enfant. La courbe de croissance, elle va déjà nous donner une idée sur le rebond d'adiposité. Le rebond d'adiposité, c'est-à-dire le moment où cet enfant a fait une augmentation du poids et qui devrait exister entre 5 et 7 ans. Et quand il existe avant 6 ans, c'est un facteur prédictif d'obésité, surtout si les deux parents sont obèses. L'indice de masse corporelle, c'est l'expression la plus précise de surpoids qui est à comparer aux valeurs de référence en fonction de l'âge. Vous savez très bien qu'on a des courbes de croissance, voilà, et les courbes de croissance sont très importantes en consultation pédiatrique. Les roses sont pour les filles et les bleus sont pour les garçons. Et bien entendu, là, c'est des courbes qui partent quand même de 0 à 22 ans, et ce sont des courbes qui sont établies par l'Organisation mondiale de la santé, qui vont prendre des populations qui sont quand même assez différentes et ils vont faire des études pour avoir des poids, des tailles et des périmètres crâniens qui devraient être dans les normes. Donc à partir du moment où on est dans ces couloirs-là, on est dans les normes. Au-dessus, on est en surplus et au-dessous, on est en manque. D'accord? Donc l'avance staturale modérée, elle est notée avant la puberté et parfois on a même une avance pubertaire ou une apparition précoce de la pilosité pubienne. Donc, quand vous avez des petites filles qui viennent vous voir à 7 ans pour une pilosité pubienne, est-ce que c'est normal? Normalement, on ne devrait pas avoir de poils à 7 ans. Première des choses, éliminer déjà une puberté précoce, parce que la puberté précoce, c'est grave, surtout c'est une petite fille, c'est-à-dire on la condamne déjà à une petite taille définitive. D'accord? Donc, il faudrait éliminer cette puberté précoce, il faudrait voir est-ce qu'il y a une accélération de la taille de cet enfant dans les mois qui suivent, il faudrait lancer tout un bilan hormonal tout en faisant une échographie rénale, plutôt une échographie utérine, en voyant la taille de l'utérus, en voyant les ovaires et tout ça. Une fois éliminée la puberté précoce, il faudrait faire attention, c'est un enfant qui risque de nous faire une obésité. C'est parmi les signes qui pourraient nous alarmer concernant le surpoids ou l'obésité. La gêne est d'abord psychologique. Et donc, il faudrait prendre en charge cet enfant et lui et ses parents. On ne peut pas parler à l'enfant tout seul, ni à la famille toute seule. Donc, il faudrait prendre les deux en considération et faire un bon interrogatoire. À cet âge, heureusement, il n'y a pas de retentissement cardiovasculaire. Mais par la suite, il y aurait des signes de retentissement cardiovasculaire, il y aurait des signes d'atteinte articulaire, et il y aurait une hypertension artérielle qui va s'installer avec l'âge si on ne réagit pas. Mais on peut avoir des enfants qui vont s'essouffler à l'effort.
Même étant petit, il suffit qu'il fasse quelques marches, quelques escaliers, il va s'essouffler. Il suffit qu'il fasse un petit tour de terrain, il va s'essouffler. C'est des enfants qui n'ont même pas la capacité de faire un sport ordinaire. Les troubles orthopédiques vont s'installer, mais surtout à l'âge adulte, avec des déformations au niveau des membres inférieurs et le risque d'arthrose carrément à l'âge adulte à cause du poids. L'examen psychologique, c'est très important. Donc, j'ai dit il faudrait quand même faire appel à l'enfant et à sa famille. Il devrait être plus ou moins approfondi déjà pour le premier entretien. Pourquoi? Parce que ce premier entretien est très important. Soit cet enfant va vous faire confiance et il va revenir en consultation, lui et sa famille, soit ils vont lâcher. Et s'ils lâchent prise, soyez sûr qu'ils ne vont plus reconsulter. D'accord? Il y a des familles qui acceptent leur enfant tel qu'il est. Il y a des familles qui hésitent à voir déjà un médecin pour une obésité. Et quand ils arrivent là, il ne faudrait pas vraiment qu'ils aient ce sentiment de culpabilité dès le premier entretien. Il faudrait les mettre en confiance et essayer de voir pourquoi ça ne marche pas, revoir tout le calendrier alimentaire de cet enfant, mais tout doucement, il faut y aller tout doucement. Les examens biologiques, ils sont réduits au minimum parce que de toutes les manières, qu'est-ce qu'on cherche? Il n'y a pas de diabète qui est installé à cet âge, il n'y a pas de complications qui se sont installées à cet âge, sauf si on pense à quelque chose de particulier. S'il y a des signes d'appel clinique, type cause endocrinienne, par exemple, je ne sais pas, une hypothyroïdie, on peut se retrouver avec un surpoids. Vous avez des signes d'hypothyroïdie, vous avez d'autres signes en parallèle. Un enfant qui est frileux, c'est-à-dire qui a tout le temps tendance à avoir froid, avec des traits qui sont grossiers, un enfant qui est tout le temps constipé, donc ça c'est des signes, une peau qui est sèche. Vous avez d'autres signes, une macroglossie, une langue qui est quand même plus grosse que d'habitude, et donc vous avez des signes qui sont, et un enfant qui est un tout petit peu débile, donc pas forcément brillant. Donc tout ça, ce sont des signes d'hypothyroïdie, surtout si elle n'a pas été étiquetée très tôt. Donc Hada, c'est un enfant chez qui il faut demander un bilan thyroïdien, forcément. TKTSH pour poser le diagnostic. L'obésité syndromique, c'est quand vous avez une suspicion d'un syndrome particulier qui fait qu'on ait des enfants qui l'obésité fait partie du syndrome en lui-même, du syndrome clinique. Donc on va faire des examens à visée étiologique dans ces cas-là. Souvent, on a un hyperinsulinisme, c'est-à-dire l'insuline qui est là, mais on a une résistance à cette insuline. Et donc, on va se retrouver avec une intolérance qui est normale au glucose. Pourquoi? Parce que l'insuline est là, mais on résiste à cette insuline. Et l'hyperglycémie provoquée, elle est discutée, surtout si vous avez des parents qui sont diabétiques, si vous avez des signes, donc la canthosis nigricans à l'examen dermatologique, et puis rechercher le diabète ou l'intolérance glucidique dans ces populations-là, chez ces enfants-là. Les causes endocriniennes sont rares. Donc, le syndrome de Cushing, ou alors, le syndrome de Cushing, surtout quand vous avez des enfants qui sont sous corticothérapie. Donc, forcément, on va se retrouver avec des enfants qui ont une obésité, surtout facio-tronculaire. Elle est particulière. Il y a les membres inférieurs qui sont grêles, mais l'enfant qui a le visage bouffi et qui a un tronc qui est quand même assez adipeux. Et puis, le syndrome hypothalamique, comme le cas du Prader-Willi, et là, je vous ai mis l'exemple du syndrome de Prader-Willi, ce sont des obésités qui vont entrer dans le cadre du syndrome malformatif. C'est des enfants qui vont se présenter avec une petite taille dès le départ dans le Prader-Willi. Donc, on a une obésité qui est précoce, on a un syndrome dysmorphique qui est évocateur du Prader-Willi. Donc, quand vous voyez un Prader-Willi, normalement, la fois d'après, vous son discussion, donc vous allez voir un enfant qui est comme ça, vous allez vous rappeler du Prader-Willi. Donc, il y a la cause génétique, donc il faudrait le rechercher génétiquement. Il y a un enfant qui est hypotonique, qui n'est pas bien. Déjà, dès la naissance, c'est un enfant qui prend très mal son biberon. D'accord? Donc, il prend très mal le biberon. C'est un enfant qui est petit de taille, qui n'est pas bien, et puis qui va, avec l'âge, nous manifester son retard mental. Il n'aura pas les acquisitions que les autres enfants ont, normalement, à son âge. Il y a d'autres syndromes, je vous ai mis les noms, donc vous n'êtes pas obligé de bien connaître ces syndromes-là. Par contre, le Prader-Willi, vu qu'il est assez fréquent, j'aimerais bien quand même que vous le reteniez. Le reste, c'est juste pour que vous ayez une idée des autres syndromes. Les obésités monogéniques, il faut savoir que ce sont des obésités qui vont être en rapport avec des gènes qui sont assez particuliers. Donc, on a l'obésité dans les gènes. Il y a 5 gènes qui sont impliqués. Vous avez les noms là. Elle est exceptionnelle parce que c'est une obésité qui va s'installer dès les premiers mois de vie. Donc, dès la naissance même, c'est très précocement. Et puis, elle est de constitution rapide et qui est insensible à l'environnement. C'est-à-dire, même si vous mettez ces enfants au régime, ils vont être obèses. Parce que c'est leur gène qui va commander cette obésité. Et là, vraiment, on n'a pas grand-chose à faire. L'obésité commune ou polygénique, et c'est là où on devrait réagir, c'est le genre d'obésité qu'on a le plus dans notre société. Il y a le rôle indiscutable des facteurs génétiques, oui.
c'est des familles qui sont prédisposées à être gros. Le lendemain, ce n'est pas des mamans qui mentent, ce n'est pas des familles qui disent n'importe quoi. C'est vrai, il y a des gens qui sont prédisposés à être obèses ou à faire un surpoids. Et puis, il y a aussi le facteur de l'environnement. Ils ont cette prédisposition, mais ils sont mangeurs. Ils mangent ce qu'ils veulent, à l'aise. Donc la prédisposition se fait pour certains polymorphismes, et puis on va trouver que ces familles vont faire un stockage de graisse beaucoup plus important que d'autres. Donc c'est ça ce qui fait que ces familles-là soient prédisposées plus que d'autres. Et bien sûr, dans l'histoire de la maladie, vous aurez un développement précoce de l'obésité chez cette population. Les facteurs psychologiques vont se retrouver parfois au premier plan. Ils peuvent être la cause de l'obésité, comme ils peuvent être la conséquence de cette obésité. Donc, des fois, on n'arrive pas à trancher. Est-ce que c'est l'obésité qui a fait que cet enfant soit, c'est-à-dire dans cet état psychique, ou alors parce qu'il n'était pas bien psychiquement, qu'il a commencé à manger d'une manière assez importante et à prendre du poids. L'étude des facteurs alimentaires, des troubles du comportement et puis des anomalies de la ration alimentaire, c'est très important. Quand vous avez des rations alimentaires assez excessives, forcément, vous aurez une prédisposition à une prise de poids. L'hyperphagie est très fréquente, c'est-à-dire c'est des enfants qui mangent trop par rapport à leur âge. Et moi, je vois des fois des petits nourrissons qui mangent des rations d'adultes. Et ça, c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle l'hyperphagie, parce qu'un petit nourrisson, il dit que l'enfant, c'est ça. Tout ce que vous lui proposez, il le prend. D'accord? Il ne peut pas vous dire non. L'estomac, vous le dilatez à votre manière. Soit il va manger la quantité qu'il faut, soit vous allez lui proposer plus, et donc forcément, il va faire une hyperphagie. Et le grignotage entre les repas, ça, c'est aussi grave. Sur le plan quantitatif, vous aurez des rations assez excessives, assez grosses, et bien sûr, vous aurez un apport en glucose qui est quand même assez important, qui peut arriver jusqu'à 60-70% de la ration, ce qui n'est pas rien. Surtout les boissons alcoolisées, les boissons gazeuses, sucrées, ça c'est à éviter, normalement à proscrire carrément. La consommation de quantités parfois qui dépassent 30 à 50% de besoins quotidiens nécessaires va faire qu'on va se retrouver en surconsommation. Et j'ai mis exprès de dire un repas n'est pas une performance. On n'est pas une compétition. Un repas, un enfant, comme le plat diélo, toute la famille se met à applaudir. Ce n'est pas une compétition. C'est un enfant qui doit manger comme tout le monde. Et on a assisté à des cas comme ça. Quand cet enfant termine une ration d'adulte, toute la famille applaudit. Ce n'est pas une performance. On demande à un enfant de manger ce qu'il faut. On mange pour vivre et on ne vit pas pour manger. Donc, à long terme, on va se retrouver avec une obésité, surtout quand c'est des familles qui sont à risque. L'enquête diététique avec l'enfant et sa mère est très importante. Donc, on aura des anomalies de l'alimentation. Et bien sûr, il faudrait demander à cette famille de tenir un calendrier bien détaillé de l'alimentation de cet enfant sur une période donnée, voire une semaine, voire même 15 jours, pour voir comment on alimente ces enfants-là. Et c'est là où on va trouver des failles. Les conséquences de cette obésité. Donc, à l'âge pédiatrique, les premières conséquences, c'est surtout les conséquences psychologiques. Donc, il n'y a pas des conséquences cliniques qui vont se voir. C'est avec l'âge qu'on va voir les conséquences cliniques. À l'âge adulte, il y aurait des conséquences plus sérieuses. Et donc, on aura un risque de morbidité qui est plus élevé. Les troubles respiratoires, là aussi, sont très importants. Vous avez entendu parler du syndrome d'apnée du sommeil, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte. C'est un syndrome qui existe et qui fait que cet enfant, le soir, va se retrouver avec un trouble respiratoire qui est très fréquent quand l'enfant est en plus obèse. Donc, principalement, on va chercher est-ce que cet enfant a des végétations adénoïdes qui sont hypertrophiées. Tout le monde a des végétations adénoïdes, mais il y a des végétations qui sont hypertrophiées. Donc, donc il faudrait faire une adénoïdectomie, d'accord? Des fois, on a de grosses amygdales. Des enfants blêmes ce n'est pas des angines, c'est de grosses amygdales, des amygdales qui sont quand même assez grosses. Et ils vont déjà gêner la respiration. Il suffit que ce malade ait le nez bouché et vous allez entendre ces renflements depuis des mètres, d'accord? Donc, c'est des enfants qui vont être candidats à une amygdalectomie aussi. Et puis, on va les rechercher bien sûr systématiquement et on va prendre parallèlement, c'est-à-dire en considération ces interventions qui vont être prises en charge en parallèle avec la perte de poids. Là, c'est des signes évocateurs d'un syndrome d'apnée du sommeil et qu'on va trouver chez l'enfant obèse, qu'on va trouver aussi chez l'adulte qui fait un syndrome d'apnée de sommeil ou ce qu'on appelle le SAS. La nuit, c'est un enfant qui va ronfler. Il va faire des ronflements d'adultes. Tu as l'impression d'avoir un adulte à côté de toi. Ce n'est pas normal. La première des choses, il va faire des pauses respiratoires. Il va arrêter de respirer. Il va s'arrêter de respirer et il va faire des reprises inspiratoires bruyantes. Quand il va reprendre son inspiration, ça va être assez fort. Ça fait peur.
D'accord? Et puis, la respiration, elle est beaucoup plus buccale. C'est un enfant qui ouvre sa bouche pour pouvoir respirer. C'est pourquoi il va mouiller son oreiller. Les enfants, اللي كيفيق في الصباح, des fois, كتقول la maman, واش كتلقاي الخديه ديالو فازقه. اللي كتقول لك faut faire attention, c'est un enfant qui fait un syndrome d'apnée du sommeil. S'il mouille son oreiller, c'est qu'il fait un syndrome d'apnée du sommeil. Et donc, il va se mettre en hyperextension. C'est la position qui va un peu le calmer. Et puis, il y a un asynchronisme thoraco-abdominal, il y a des signes de lutte, il est en sueur, on dirait que les gens ils dorment normalement, lui il est en train de galérer quand même. Il se met en sueur, il a un sommeil agité, il peut faire une énurésie, donc le soir il va faire pipi, cet enfant même étant grand. Et puis, le jour, parce qu'il a mal dormi, il va se retrouver fatigué le matin, il ne va pas pouvoir se réveiller à temps, il va être un peu agité, il va être hyperactif. Il va reprendre ses siestes. Un enfant اللي كتقول لك la maman كانت يدير la sieste ومن بعد كبر ما بقاش كيديرها وعاود رجع ولا يديرها. Pourquoi? Parce que le soir il dort pas bien et donc forcément il va se fatiguer le jour. Il va avoir besoin d'un minimum de sommeil. L'infléchissement scolaire, un petit retard de scolarité, les troubles d'attention, une somnolence, un réveil difficile et des céphalées matinales. Tout ça, ce sont des signes qui sont en rapport avec un syndrome d'apnée du sommeil. Les conséquences de l'obésité, on va les voir ultérieurement chez l'enfant, c'est quand il va arriver à l'âge adulte. Donc, il va nous faire, là vous voyez une artère qui est normale, et là vous voyez une artère avec une plaque d'athérosclérose. Donc, c'est un enfant qui va faire une hypercholestérolémie avec l'âge, une dyslipidémie, une intolérance glucidique, c'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique, et puis des troubles endocriniens type dysfonctionnement ovarien. Il y a des filles qui ne vont pas avoir leurs règles à temps, juste parce qu'elles sont obèses. Il suffit de gérer cette obésité et on va se retrouver avec une fille qui va avoir des cycles menstruels qui sont tout à fait normaux. Les conséquences à l'adolescence et à l'âge adulte, donc bien sûr, à partir du moment où vous avez un syndrome métabolique qui est là, vous avez le risque de mortalité et de morbidité. Il y a le risque métabolique, comme on a dit, il y a le risque de cancer colorectal, et vous savez très bien que le cancer colorectal il va se voir beaucoup plus avec l'alimentation riche en viande rouge, d'accord? Et puis, il y a une bonne relation entre l'indice de masse corporelle et les risques de syndrome métabolique à l'âge adulte. C'est-à-dire, plus on a cet IMC augmenté, plus il y a risque de syndrome métabolique à l'âge adulte, type hypertension artérielle, insulinorésistance, donc prédisposition au diabète et dyslipidémie. Le traitement, donc l'objectif du traitement, c'est de négativer la balance énergétique. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il faudrait réduire les ingestats, tout ce qu'il mange, cet enfant, augmenter la dépense énergétique en augmentant l'activité physique. Et sachez que l'activité physique est difficile à augmenter chez ces enfants-là, qui ont pris l'habitude de ne pas faire grand-chose et qui s'essoufflent au moindre effort. La prise en charge est pluridisciplinaire. Donc, quand vous voyez ces malades, donc, il y a la diététicienne qui va rectifier son mode de vie alimentaire, il y a le pédiatre qui va le suivre sur le côté croissance et prise en charge, il y a des chirurgiens qui peuvent intervenir par la suite sur des complications orthopédiques et autres, et il y a bien sûr le psychiatre, voire psychologue, qui va le soutenir pour le faire sortir de ce problème d'obésité et de surpoids. La prise en charge, il n'y a pas d'objectif pondéral arbitraire, c'est très important. Ce n'est pas comme chez l'adulte, quand j'ai la maman qui dit qu'il fait 80 kg, qui dit notre but c'est arriver à 65. Chez l'enfant, non. On n'a pas de but qui est précis, coûte que coûte, mais il faudrait trouver le problème et mettre le point dessus déjà, essayer de voir le côté psychologique pour essayer d'agir sur la pathologie, identifier puis modifier si possible les causes de prise de poids. C'est pourquoi on insiste sur la qualité de la première consultation qui est très très importante. Et on voit des cas comme ça. Moi je me rappelle très bien d'une petite fille que j'ai vue l'année dernière, elle a à peine 7 ans et elle faisait 76 kilos. 76 kilos et la petite qui était essoufflée, qui parlait, elle était essoufflée. Et quand j'ai refait l'interrogatoire avec le papa, quand j'ai vu que le papa, il n'y avait pas la maman, il me rapporte qu'elle prend chaque jour donc les 1 kg de la charcuterie, le chef. Chaque jour 1 kg de la charcuterie chef que pour elle. C'est ce qu'il a avoué, le reste, j'en sais rien. Donc comment voulez-vous que cet enfant soit bien équilibré sur le plan nutritionnel? Moi, je dis que ce n'est pas l'enfant qui est en faute, c'est les parents qui sont là et qui lui proposent ces énormités. Ça, c'est des énormités. Donc la prise en charge initiale, donc des explications compréhensibles que ce soit pour l'enfant que pour ses parents, c'est très important. Il faudrait qu'ils soient compréhensibles, déjà ils doivent adhérer,
Parce qu'on ne peut pas parler un langage scientifique pur et dur avec une famille, mais de quoi il s'agit. Il faudrait vraiment être terre à terre. C'est des parents qui ne sont pas médecins, ils ne sont pas censés connaître des termes scientifiques, mais il faudrait leur expliquer les choses gentiment, expliquer les courbes de croissance de poids et de taille, expliquer le rebond de l'adiposité, et puis faire un bon examen clinique pour voir est-ce qu'il y a des complications qui sont déjà survenues ou qui sont en train de survenir. Les aspects psychologiques, donc surtout pour la prise en charge initiale, donc il faudrait voir les causes et voir même les conséquences de cette obésité. Le but de la première consultation, c'est déjà poser le problème, le replacer à sa propre place, c'est-à-dire dans son juste contexte. Vérifier si cet enfant est entré dans le cercle vicieux, et là, ça devient un peu difficile, délicat. Et puis, repérer les éléments d'aggravation. Peut-être qu'il y a une cause qui a déclenché cette prise de poids, soit un échec scolaire, soit une séparation des parents, soit un deuil, c'est-à-dire on perd quelqu'un de cher. Donc ça pourrait quand même être le déclic. Et il faudrait travailler là-dessus. Des fois, il suffit de sortir l'enfant de cet engrenage que tout devrait marcher. L'alimentation, manger, leur expliquer que manger reste un petit plaisir, autant qu'une nécessité, et il doit le rester. L'alimentation doit être ramenée à l'équilibre, que ce soit pour l'âge, le sexe et le niveau d'activité physique, et c'est très important. Introduire les fruits et légumes, comme on a dit tout à l'heure, dans l'alimentation de ces enfants et jouer sur la diversification selon les saisons, d'accord, pour qu'il n'y ait pas de monotonie, c'est très important. Et éviter bien sûr de manger devant la télé. Il faudrait que le même régime alimentaire soit suivi par toute la famille. Il ne faut pas, par exemple, un enfant diabétique, vous voulez qu'il soit sous régime. Il ne faut pas le mettre tout seul sous régime. On ne va pas se mettre à manger des friandises, des pâtisseries devant cet enfant et lui dire « toi, tu n'en manges pas ». Ça reste un enfant. Il y a des adultes qui n'arrivent pas à se mettre au régime quand il y a les autres qui sont à côté, qui sont en train de grignoter et de manger ce qu'ils veulent. Donc il faudrait que toute la famille se mette au régime pour que cet enfant se mette aussi au régime, tout doucement. Il faudrait quand même que l'équilibre alimentaire proposé soit valable à tout le monde et bien sûr, cette aide va être apportée sur plusieurs années. Ce n'est pas avec un coup de baguette qu'on va arranger les choses. Il faut du temps, il faudrait que cette famille sache que c'est un truc qui se travaille sur des années. Et puis, l'activité physique. Donc, sachez que les jeux extérieurs sont très importants. Quand je dis les jeux extérieurs, il y a la région où il y a quand même des aires de repos, la frontière. Ces aires de repos, quand même, ils offrent aux enfants des espaces assez grands pour bouger, pour s'épanouir. C'est très important. Et il faudrait savoir que cette dépense d'énergie va dépasser 2 fois la dépense au cours du sommeil. On entend toujours parler de il perd beaucoup d'énergie. Ce n'est pas tellement vrai. C'est vrai qu'on perd une petite énergie parce que de toutes les manières, il y a les besoins du métabolisme qui sont là. Mais cette dépense énergétique, elle est doublée quand on est dans des espaces extérieurs. L'intérêt d'activités répétées et durables, donc d'aérobie, sur l'intensité de la lipolyse. C'est pourquoi on insiste sur les enfants, il ne faut pas proposer la course ou les hadis, ils vont lâcher. On propose par exemple la natation. La natation, c'est un sport qui reste doux. Il va faire ses petites heures, c'est-à-dire il va régler selon sa capacité les premiers temps la dépense énergétique qu'il veut. Et puis, les repas, ils devraient être espacés, équilibrés. Prévenir l'obésité infantile va passer par les interactions entre le nourrisson et son environnement, c'est-à-dire qu'il faut faire attention aux expériences trop précoces. Je suis les expériences très précoces. L'exemple de l'khobzouatay, moi je peux vous dire que j'ai vu un nourrisson à qui on a donné le couscous à 3 mois. D'ailleurs, on l'a pris pour bronchiolite, chaque fois je donne cet exemple. On l'a pris pour une bronchiolite pendant une petite semaine, on faisait que le nébuliser et à un certain moment ça ne marchait pas et on était obligé de lui faire une bronchoscopie. Ça c'était au CHU de Rabat. Et quand on a fait la bronchoscopie, on va tomber sur un petit osselet. Et quand on pousse l'interrogatoire, la maman elle avait tellement peur du papa qu'elle n'a rien dit, mais on a fait un petit interrogatoire policier gentiment, on l'a mise en confiance, et il nous a avoué qu'elle lui a donné le gomad del kskuso. Donc pour elle, le gomad del kskuso c'est tout à fait normal, alors qu'il avait 3 mois. Donc ces expériences sont vraiment à éviter pour les tout petits. À 3 mois, il n'est pas censé manger le couscous, il va le manger quand il va être plus grand. D'accord? C'est juste pour que vous ayez une idée. Hein. Les recommandations. Donc, tous les enfants qui ont un indice de masse corporelle au 95e percentile après le rebond d'adiposité, c'est-à-dire vers l'âge de 6 ans, sont considérés comme obèses et pris en charge médicalement.
C'est-à-dire, il ne faut pas s'attendre qu'il fasse un surpoids, il suffit qu'il y ait ce rebond d'adiposité à cet âge précis qu'il faudrait les considérer comme étant obèses et les prendre en charge avant que cette obésité ne soit morbide. Depuis 2001, donc il y a eu un programme. Moi, vous allez trouver que j'ai mis des programmes français parce qu'ici au Maroc, on ne s'intéresse pas encore à l'obésité. Pourtant, c'est un problème qui va ressurgir et vous allez voir. Donc, ils ont mis en place, le ministère de la Santé français a mis en place un programme pour stabiliser, améliorer la prévalence d'obésité en France. Et ce programme a inclus beaucoup d'intervenants dans le domaine de la santé grâce à la création d'un réseau. Et ce réseau, il a impliqué des équipes hospitalières, des médecins libéraux, c'est-à-dire des médecins privés, et des médecins de la protection maternelle et infantile, des médecins de PMI, des diététiciennes pour l'alimentation, des psychologues et des assistantes sociales, parce qu'ils ont trouvé que cette obésité va en augmentant, surtout dans la tranche pédiatrique. Donc pour prévenir, ils ont établi quand même 6 stratégies clés qui ont été recommandées pour prévenir le surpoids chez les enfants. La promotion de l'allaitement maternel, donc nous aussi on insiste sur la promotion de l'allaitement maternel. La participation accrue à des activités physiques chaque fois qu'on peut le faire. La réduction du temps passé à regarder la télévision, parce que quand on a les écrans en face, on peut manger sans faire attention à la quantité qu'on prend. La réduction de la consommation des boissons sucrées, surtout les boissons gazeuses. La diminution de la taille des portions, c'est-à-dire donner les portions qu'il faut pour l'âge qu'il faut. L'augmentation de la consommation des fruits et légumes. Et je pense que ce sont quand même des conseils qui sont assez corrects et qu'on pourrait appliquer chez nous. Le rôle du médecin, c'est de conseiller l'enfant et sa famille sur le mode d'alimentation. Avoir une idée sur une alimentation équilibrée en matière de besoins, bien sûr, une notion de variabilité chez l'enfant, donc selon les saisons, pour qu'il n'y ait pas cette notion de monotonie. Moi, je connais des enfants qui mangent que des pâtes. Moi, j'ai vu des familles qui les pâtes, mais c'est pas normal. Donc ça, c'est un enfant qui est complètement déséquilibré. Il aura des carences, il va faire un surpoids. Ce n'est pas les pâtes qui font qu'il y ait un surpoids, mais beaucoup plus les sauces qui les accompagnent. Et ça, ce n'est pas normal. D'autant plus si on mange des pâtes avec du pain. Hein. Donc on a vu ça. Donc il faudrait quand même revoir le mode avec lequel on alimente ses enfants. Puis, bien sûr, jouer sur l'activité physique. Le meilleur indice de bonne alimentation, c'est une croissance régulière en poids et en taille, corriger et prévenir les erreurs, et bien sûr jouer sur la quantité et la qualité des repas, c'est-à-dire les fruits et légumes, et puis la quantité qui devrait être respectée par rapport à l'âge. Donc les perspectives d'avenir, d'après des chercheurs français de l'INSERM, donc le sentiment de satiété serait retardé chez certaines personnes souffrant d'obésité par l'existence d'un anticorps. C'est une immunoglobuline qui est impliquée, qui va ralentir l'hormone de la faim, qui est la gréline. Normalement, cette gréline, quand cette immunoglobuline est là, même si la gréline est normale ou basse, cet enfant a toujours faim. Pourquoi? Parce que cet anticorps, cette immunoglobuline ne va pas bloquer cette gréline. Et donc, les recherches sont faites dans ce sens pour essayer de voir et de lutter contre cette immunoglobuline. Donc, si on arrive à modifier les propriétés des immunoglobulines, on va pouvoir diminuer l'intensité de l'hormone de la faim. Et donc, ça, c'est un grand chercheur au niveau de l'INSERM qui a, bon, c'est des perspectives d'avenir, c'est des domaines de recherche en matière d'obésité. Pour conclure, il faut savoir qu'un enfant sain ne se laisse jamais mourir de faim. Donc, normalement, quand on a envie de manger, on mange. Même quand on est petit. Des fois, la diversification, on a du mal à diversifier les enfants. Quand tu dis que la maman, elle a le moi, je vois des enfants à 2 ans qui prennent toujours le biberon 6-8 fois par jour, ce qui n'est pas normal. C'est des enfants qui sont anémiques et qui sont complètement déséquilibrés. Mais quand je vois la maman, quand je suis obligée de il le sein, il le biberon. Mais ce n'est pas normal, madame. Vous ne lui donnez pas, il va avoir envie de manger, il va avoir faim, il va finir par manger. Mais vous proposez les choses comme il se doit. Un plat bien fait, donc vous proposez, parce que ce n'est pas un chien, vous donnez un bébé. Donc il faudrait que ce soit bien présenté, parce qu'il doit avoir envie de manger aussi. Et il faudrait faire ce sevrage dans la tête des mamans déjà. Donc on donne le biberon maximum 2 à 3 fois par jour, ou le sein 2 à 3 fois par jour. Et toute la journée, il faudrait lui proposer des plats qui sont convenables. À l'inverse, ne jamais féliciter un enfant qui mange bien, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Toute la famille se met à applaudir un enfant qui a terminé un plat d'adulte. Il ne faut pas le féliciter parce que ce n'est pas un exploit. Certains enfants sont peu mangeurs et d'autres sont beaucoup mangeurs. Donc il faudrait apprendre aux parents de l'accepter. Dima, on a tendance à comparer. Surtout quand on a des petits cousins, c'est des enfants qui sont différents. On ne peut pas calquer hada ala l'akhor.
Et ça, on le voit en consultation. La surveillance des courbes de croissance, donc le poids, la taille et l'indice de masse corporelle, permet de rassurer les parents. Dès qu'il y a une maman qui se plaint d'un enfant qui ne mange pas correctement, il suffit de faire sortir la courbe de croissance, de mettre le poids, le point diélo actuel par rapport à l'âge, le petit point, et puis la taille, ou quelque chose. S'il est dans les normes, elle va être rassurée. Soyez sûr qu'elle va être rassurée. Et donc, elle va sortir, elle ne va plus parler de la prise de poids. Apprendre à l'enfant à aimer le moment du repas, c'est-à-dire c'est un moment qui devrait être sacré pour lui. Il faudrait manger déjà dans un climat qui est serein, la télé ou le rouette ou hadi. Et puis, il faudrait que l'enfant, quand il n'a pas envie de manger, on ne va pas le forcer. Quand il n'a pas envie de manger, il ne va pas manger. Quand il aura envie de manger, il faut quand même qu'il mange. Maintenant, si on suspecte par exemple quelque chose d'organique, par exemple une anémie, parce que l'anémie, ça peut entraîner des troubles de l'appétit, on peut faire un petit bilan. Une fois on écarte une anémie fériprive et on est sûr que c'est un enfant qui est normal, qui n'a rien, on peut le laisser tranquille, donc il va manger ce qu'il lui faut. Et puis, il faudrait, s'il mange peu, il faut lui proposer des petites portions pour qu'il ait ce sentiment de satisfaction de l'assiette vidée. Comme le plat diélo, comme les adultes. Varier les menus pour éviter la monotonie et développer le goût chez l'enfant. On ne va pas manger toujours la même chose parce que lui, il veut la même chose. D'accord? Le repas doit être un moment de plaisir et c'est ça. Donc là, je vous ai mis quand même des références concernant l'obésité parce que quand même c'est très important. Et je vais passer au deuxième cours qui est l'asthme. Il n'y a pas de question là-dessus.